de cet arbre à la probabilité de l'arbre que j'avais obtenu la première fois. Alors plus c'est proche de 1, mieux c'est, évidemment. Donc on a utilisé ce test donc, qui est implémenté dans le logiciel Concel. Donc à chaque fois, on a vu... C'est compris ? À chaque fois, donc on a vu que la probabilité de la topologie native était nettement supérieure à la probabilité de la topologie alternative dans laquelle on forçait les eucaryotes à se mettre ensemble. Donc, sauf dans le cas des expansibles pour lesquels c'est un peu moins clair, on n'a pas une différence si dramatique entre les deux. Et dans ce cas, on peut un petit peu moins être sûr que le gène vienne bien de bactéries ou est-ce qu'il vient de fongies et d'amines. C'est à peu près moins sûr. Par contre, dans tous les autres cas, on peut clairement rejeter l'hypothèse que ça vient d'un ancêtre commun des eucaryotes. Alors, si on récapitule un petit peu tout ça, qu'on regarde la distribution de ces différentes familles d'enzymes, et ça, ici, j'ai fait un zoom donc, sur la famille des tinétides, c'est le clade 12, dont je vous parlais depuis le début, en fait. Donc, on a considéré qu'à chaque fois qu'on le trouvait dans plusieurs branches, donc l'événement de transfert était chez le dernier ancêtre commun. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, le message là-dedans, c'est qu'apparemment, il y a eu des transferts à différents timings au cours de l'évolution. Par exemple, les polygalacturonades, pour l'instant, on ne les retrouve que dans les nématodariales, donc je pense que ça a été transféré plus récemment que les células qu'on retrouve en commun chez tous les nématodes dans lesquels on a regardé jusqu'à maintenant. Alors, une chose dont on s'est rendu compte, comme vous avez pu le voir dans plusieurs familles, comme par exemple les cellulases ou les pectaphilases, on s'est rendu compte qu'après transfert, il y a eu des duplications multiples. Et on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ces duplications? Donc, une des possibilités, c'est que, en fait, ça serait dû à de la sélection positive qui favoriserait les individus, les organismes qui auraient plusieurs copies de ces gènes. Et ça, c'est quelque chose qui a été proposé par Pilar Francino. Il a proposé un modèle dans lequel, alors on sait, tout le monde accepte à propos aujourd'hui que la duplication, c'est un moteur de génération de nouvelles fonctions, mais par contre, la plupart des gens pensent que la duplication elle-même n'est pas vraiment sous pression de sélection. Lui, il pense qu'au contraire, la duplication elle-même, le fait d'avoir plusieurs copies, ça c'est sous pression de sélection bien avant même qu'il y ait une nouvelle fonction. Et les organismes qui ont plusieurs copies ont un avantage par rapport à ceux qui n'ont pas plusieurs copies. Et alors ça a été montré effectivement, il y a plusieurs exemples. Par exemple, chez les bactéries, si on prend des bactéries LAC-Z déficientes et qu'on les met, alors déficientes, pas complètement déficientes, mais très peu efficaces par rapport à un LAC-Z complet, et qu'on les met sur un milieu lactose, au bout d'une certaine génération, elles continuent à pousser. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'elles ont dupliqué un maximum le nombre de copies de ce gène LAC-Z. Un autre exemple donc plus proche des nématodes, c'est la résistance aux insecticides chez le moustique, donc Culex pipias, dans lequel ça a été montré que c'est dû à une amplification d'un gène codant pour une estérase. Donc suite à une forte pression de sélection, c'est une multiplication de ce gène qui a permis de résister aux insecticides. Ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, donc dans le groupe de Ulfar Bergtorsson, ils ont fait des analyses sur séléance et ils ont montré que le taux de duplication, perte de gènes par gène et par génération est 100 fois plus élevé que le nombre de mutations ponctuelles chez séléance. Et actuellement, ils sont en train de faire des expériences pour voir si ça augmente encore en fonction de pression environnementale, de pression de sélection, etc. Donc chez un organisme assez proche comme séléance, on a montré que plus que les mutations ponctuelles, ce sont les duplications qui sont beaucoup plus fréquentes comme phénomène évolutif. Donc ça pourrait être une explication de ces familles multigéniques chez les nématodes parasites. Alors ensuite, on s'est intéressé bien sûr à la structure en intro-exon de ces différents gènes. Donc, comme je vous l'ai dit au début, dans toutes ces familles d'enzymes, il y a de multiples intro-exons. Et donc quand on a regardé, ce qui était intéressant de noter, c'est que dans tous les cas, on a trouvé au moins une position d'intron partagée entre tous les nématodes parasites de plantes. Donc visiblement, ces introns-là ont été acquis très tôt après le transfert et avant la séparation des différents
différentes espèces. Donc par exemple, ici on a un tronc qui est partagé par les nématodes à gales, les nématodes à kyste, et par les Aphenecoides qui sont beaucoup plus éloignés. Ensuite, on a aussi regardé évidemment le contenu en GC et l'usage des codons. Et on a été assez surpris de voir qu'il n'y avait aucune différence dans le pourcentage de GC et dans l'utilisation des codons entre les gènes acquis par transfert et les autres gènes du génome. Si on voulait détecter ces gènes rien que sur la base du pourcentage de GC ou d'utilisation des codons, ça serait complètement impossible. Ils ressemblent parfaitement à d'autres gènes de nématodes, donc ce qui nous fait penser que ces gènes ont été acquis il y a très longtemps et qu'ils ont été bien domestiqués par le génome des nématodes, ils sont adaptés à l'usage des codons et au pourcentage de GC du génome de l'hôte. Alors, dernière chose qu'on a regardé, on a regardé comment ces gènes étaient répartis dans le génome de l'épigénome comptable, puisqu'on avait compris, voir s'il n'y avait pas des clusters de gènes où on aurait plusieurs de ces familles dans un même endroit. En fait, on n'a jamais observé ça, jamais observé par exemple un cluster avec des sulases, des tylanases, des expansines et des pectaphiases au même endroit, ce qui fait penser donc qu'il n'y aurait pas eu un transfert d'une cassette complète de tous les gènes d'un même organisme, mais plusieurs transferts indépendants de plusieurs sources différentes. En fait, à chaque fois qu'on voit ici un cluster, c'est des clusters qui sont des duplications d'un même gène, plusieurs fois, des 6 duplications d'un même gène. On n'a jamais observé plusieurs familles différentes au même endroit. Donc ça va aussi dans le sens de plusieurs sources bactériennes différentes, et plusieurs acquisitions indépendantes. Donc maintenant, si on regarde les bactéries donneuses potentielles, alors par contre, c'est plus du tout mon domaine, alors si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me dire, notamment sur la phylogénie des bactéries que je ne connais pas du tout. On a trouvé plusieurs actinomycètes comme potentiels donneurs, donc pour les expansines, les pectathiases, l'arabinase candidate. Pour les xylanases, c'était des firmicutes, bactéroïdétes pour xylase de famille GH5, et protéobactéries pour polyleucurnase. Alors ici, ce qui était intéressant, c'est que les bactéries avec les petites étoiles, c'est des bactéries connues pour être pathogènes de plantes. Et donc le point commun par contre entre toutes ces bactéries, c'est que ce sont des bactéries du sol. Donc ils partagent, donc ces bactéries partagent un même écosystème avec les nématodes parasites de plantes. Donc elles répondent au moins à un des critères essentiels pour qu'il y ait un transfert, c'est qu'elles se rencontrent, partagent le même milieu. Et de façon intéressante aussi, donc ces bactéries sont connues pour avoir des enzymes libération d'appareil cellulaire, et on trouve parmi celles-là 2 parasites des plantes et un seul nombre de plantes. Donc ça constitue des bactéries, leurs ancêtres ou des proches cousins sont probablement des donneurs candidats très sérieux. Alors maintenant, on en vient un petit peu à des trucs un petit peu plus, comment dire, hypothétiques. Comment ces gènes ont été acquis, ça, on n'en sait rien en fait. On constate ça, mais pour l'expliquer, il y a plusieurs hypothèses. Récemment, ce qui était intéressant de voir, c'est que chez cette limace de mer qui se nourrit d'algues, donc c'est une limace photosynthétique, elle est capable de voler les chloroplastes aux algues, mais donc le chloroplaste, ça ne suffit pas pour faire la photosynthèse. Il y a un tas de gènes qui sont codés par le génome de la plante et qui sont impliqués là-dedans. Et en fait, ils ont trouvé qu'il y a eu un transfert horizontal du gène PSBO, donc qui est du génome de la plante, dans le génome de cette limace de mer. Donc en fait, cette limace de mer, elle a non seulement volé les chloroplastes, mais elle a aussi acquis par transfert horizontal un gène à partir des algues dont elle se nourrit. Donc une des premières hypothèses, ce serait acquisition de gènes à partir de la nourriture. Alors dans cet ordre d'idée, est-ce que l'on connaît, nous, des nématodes qui mangeraient des bactéries et des bactéries qui vivraient en association dans le tissu des plantes, etc. Est-ce que ça existe, ça? En fait, oui, quand j'ai cherché ça, j'ai trouvé cette bestiole-là, Acrobelloides, c'est vraiment impossible. Donc qui vit, en fait, c'est un nématode qui vient dans les nodosités des légumes. Donc les légumineuses ont des associations symbiotiques avec les bactéries pour fixer l'azote, les bactéries fixatrices d'azote. Et ces nématodes-là ont trouvé là un super garde-manger. En fait, elles rentrent dans les nodosités de la plante et elles viennent se nourrir de toutes les bactéries qui sont là. Donc ça, c'était super intéressant. Donc il existe des nématodes comme ça. Et ces nématodes-là, ils avaient été appelés disaprobiques.
1962, et considérait que c'était des bactéries, des nématodes bactérivores qui commençaient un peu à évoluer vers le parasitisme des plantes, puisqu'ils en fait, ils rentraient dans la plante pour aller manger des bactéries. Donc ils appartiennent à ces lignées-là, qui ne disent pas grand-chose, mais par contre, quand on regarde l'arbre de la vie, l'arbre des nématodes, ce qui est très intéressant, c'est que ces nématodes-là, ils se retrouvent ici, donc très très proches de nos nématodes parasites. Donc c'est une idée assez séduisante, donc qui reste une hypothèse, c'est que le parasitisme des plantes aurait évolué à partir de nématodes qui mangeaient des bactéries ou des champignons, et à force de poursuivre ces bactéries dans le tissu des plantes, ils ont acquis, par transfert horizontal, un certain nombre de gènes qui leur permettaient de se nourrir, cette fois plus des bactéries et des champignons, mais directement des tissus végétaux. Et une autre chose intéressante, c'est que le plus vieux fossile de nématodes trouvé à ce jour, d'il y a 400 millions d'années, ça a été trouvé dans une plante pétrifiée, dans la chambre sous-stomatale d'une plante. Et donc ce que dit l'auteur, Georges Pannard, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est le père de Jurassic Park, le père spirituel. C'est celui qui a fait tous ses travaux sur les insectes prisonniers dans l'ambre, etc. Et lui disait que ces nématodes-là étaient possiblement les mêmes que les disaprobies que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc visiblement, ce mode de vie existe depuis très longtemps. Alors, une autre hypothèse, on ne parle pas d'une acquisition, c'est que ça vienne d'endosymbiontes. Alors, on sait qu'il y a des arthropodes et des nématodes qui possèdent des endosymbiontes. Alors, est-ce que nous, dans les nématodes parasites de plantes, on en connaît? Alors oui, en fait, il y a plusieurs nématodes parasites de plantes, nématodes acquis, Stradopholus et Xiphinema, par exemple, qui possèdent des endosymbiontes. Le seul problème avec ça, c'est que ces bactéries-là, elles n'ont pas d'enzymes de dégradation d'apport de plantes. Et évidemment, on ne les trouve pas dans nos arbres génétiques, donc on ne pense pas que ce soit la source de ces enzymes chez nos nématodes. Une autre idée aussi, ce serait que, pour la mécanique d'acquisition, c'est qu'on connaît le système de sécrétion de type 4, donc parmi lesquels qui est très utilisé dans les plantes, avec Agrobacterium ultimafaciens, qu'on utilise pour transformer les plantes. En fait, c'est des bactéries qui sont capables d'injecter de l'ADN dans la cellule de la plante, donc de l'ADN du plasmide, et donc de transformer les plantes. Donc, récemment, ils ont montré que ce système de sécrétion de type 4 était plus répandu que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, et qu'il y a plusieurs bactéries qui sont capables de faire ça pour transmettre leur ADN, soit entre bactéries, soit de la bactérie à l'autre, soit de l'ADN, soit des protéines. Le seul problème là aussi, c'est que pour l'instant, à ma connaissance, mais peut-être que vous en connaissez, mais tous les exemples que j'ai vus, c'est que le matériel génétique qui était transféré était porté par le plasmide et pas par le génome de la bactérie. Et que nous, toutes les enzymes de dégradation d'apport de plantes, c'est codé par le génome de la bactérie, pas par le plasmide. Donc ça, c'est peut-être pas l'hypothèse non plus. Enfin bref, pour résumer tout ça, dans tous les cas, donc, ce qu'on a trouvé dans ces nématodes parasites de plantes, c'est que les plus proches voisins sont des bactéries du sol, donc sauf pour les sulfases avec le cas des insectes. À chaque fois, donc, quand on regarde en général, il y a plusieurs sources possibles. On ne trouve pas de groupe, de cluster au niveau du génome. Parmi les donneurs potentiels, on trouve deux bactéries pathogènes des plantes. Donc il y a eu différents timings de transfert potentiellement. À chaque fois que les familles sont présentes sous forme de famille multigénique, il y a eu des duplications massives. Donc est-ce que ça c'est un signe de pression de sélection positive? On a trouvé plusieurs introns. À chaque fois une position en commun, donc on pense que ces introns ont été acquis très tôt au cours de l'évolution et après la séparation. Et aujourd'hui, ces gènes ne sont pas distinguables sur la base de leur pourcentage de GC et d'utilisation des codons des autres gènes du génome, donc on pense que ces transferts sont anciens. Donc tout ça, ça a été publié dans un article, si vous intéresse plus loin. Et donc pour finir, toute cette partie sur les gènes de génération d'apport à des plantes, est-ce qu'il y a d'autres gènes à qui par transfert horizontaux dans les nématodes parasites de plantes